Bonjour à toutes et tous. Je vois que les participants sont progressivement en train de nous rejoindre. On va attendre quelques petites minutes avant de démarrer, 1 ou 2 minutes. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je vois qu'on est 150 à peu près. Vous êtes à peu près 500 à avoir répondu à notre invitation. Encore une fois, on attend juste encore 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse se connecter. Et puis, on va démarrer. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On attend encore peut-être 1 minute avant de commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est presque 200. Il est 11h03. Je vous propose de commencer et puis ça permettra à chacun de se connecter, de nous rejoindre pour ceux qui ont répondu présent à l'invitation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et tous de participer à ce webinaire sur le permis de construire en ligne, un webinaire consacré aujourd'hui au retour d'expérience, 1 an après l'échéance réglementaire. Quelles sont les clés d'une démat réussie ? Je suis Cécile Moisard, je suis consultante chez Conviction RH et en charge de la communication pour le programme DEMAT ADS. Je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence organisée conjointement par l'Association des maires de France en présence de Nathalie Fourneau et de Louise Larcher. Bonjour à vous. Intercommunalité de France avec Carole Ropars, bonjour Carole, et en présence aussi de Jean-Michel Coste, directeur du programme DEMAT ADS pour le ministère de la Transition écologique. Je pense qu'il nous a rejoint ou qu'il va nous rejoindre prochainement. Jean-Michel, si tu es avec nous, bonjour à toi aussi. Tu répondras peut-être aux questions qui sont posées en fin de séquence. Pour commencer, un rappel sur les bonnes pratiques pour garantir la qualité de ce webinaire. Comme vous le voyez, on est nombreux, ça y est, on a atteint la jauge des 200 connectés. Voilà, donc pour garantir la meilleure qualité de son, la clarté du discours de nos intervenants, pensez à couper vos micros. N'hésitez pas à réagir par écrit et à poser vos questions. Alors, pas dans l'espace de discussion, mais vous avez sur votre écran une petite bulle questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans cet espace d'échange et de questions-réponses, à voter aussi pour les questions qui vous intéressent le plus. Ces questions, elles seront partagées en fin de séquence. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions claires et explicites, puisqu'on les traitera non pas au fil de l'eau, mais en toute fin de webinaire. Autour de la table, j'accueille 3 collectivités et je les remercie d'avoir accepté notre invitation pour préparer et conduire ce webinaire. Christelle Montillet, vous êtes directrice de l'urbanisme réglementaire à la ville d'Aix-en-Provence. Bonjour à vous.
Bonjour. Et vous êtes, bonjour, et vous êtes en présence de quelques-uns de vos collègues, Charles Bonneau, directeur de la transformation numérique et du développement, Jennifer Flamme, chef de service SIG et innovation, et une troisième personne qui vous a rejoint. Je vous laisse la présenter. Donc, il s'agit de Manon Galafrio, qui est instructeur droit des sols référent en matière de dématérialisation ADS. Eh bien, bonjour à vous quatre et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Avec nous également Sylvie Chenevière. Sylvie, vous étiez responsable de l'urbanisme et ADS à Mauges Communauté. Mauges Communauté, c'est 6 communes, 120 000 habitants dans le département du Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Vous avez récemment rejoint un autre territoire, Auray d'Anjou, mais merci aussi d'avoir accepté notre invitation et on va profiter de vos retours et de votre expérience puisque vous avez animé la démarche du permis de construire en ligne dans la communauté d'agglomération du pays de Mauges. Bonjour à vous. Bonjour à tous et à toutes. Et enfin, Stéphanie Lapère, vous êtes responsable du Centre administration fonctionnelle urbanisme foncier à la métropole de Bordeaux. Bienvenue à vous aussi. Bonjour à tous, merci. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et votre participation à ce webinaire sera utile et intéressante pour tous ceux qui nous ont rejoints. Avant de démarrer, une très courte introduction pour rappeler un peu le contexte de ce qui nous réunit aujourd'hui, la dématérialisation de l'application du droit des sols, le fameux programme DématADS, un programme d'ampleur que le ministère de la Transition écologique et ses partenaires, les associations d'élus, ont investi depuis quelques années déjà pour préparer l'échéance réglementaire des obligations de la loi Elan et de la saisine par voie électronique. 2 obligations autour d'une même échéance, le 1er janvier 2022. 2 obligations qui portaient les éléments suivants. Toutes les communes, sans exception, doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et c'est ça le principe de la saisine par voie électronique, la fameuse SVE. Et pour celles de plus de 3500 habitants, l'obligation également d'assurer l'instruction dématérialisée de ces demandes d'autorisation d'urbanisme, également depuis le 1er janvier 2022. Alors, un peu plus d'1 an après la mise en application de ces 2 obligations, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager des retours d'expérience réussis de collectivités, des 3 collectivités présentes qui ont mis en place la dématérialisation, avec 3 objectifs pour animer ce webinaire. Vous partagez collectivement les clés de réussite de la dématérialisation, les conditions aussi de sa mise en œuvre. Vous partagez de manière explicite, honnête et pragmatique les histoires vécues, les points de difficulté aussi, parce que pour chacune des collectivités, tout n'a pas été forcément fluide à tous les moments. Partagez les difficultés et puis aussi les solutions qui ont été trouvées pour les dépasser. Et puis, enfin, vous partagez aussi les bénéfices de la dématérialisation avec ce recul un peu plus d'1 an après la mise en œuvre des échéances réglementaires. À l'époque, avant le 1er janvier 2022, avec le ministère, on a beaucoup communiqué sur les contraintes réglementaires, les obligations des collectivités. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'échanger sur les bénéfices pour les agents, pour les encadrants, pour les partenaires du territoire et puis surtout pour les usagers de services publics. Alors, on a préparé ce webinaire autour de 4 grandes thématiques pour rythmer les échanges. Un premier sujet autour de ce qu'on appelle le mode projet, c'est-à-dire l'organisation interne de l'administration. Est-ce que ça a été une condition indispensable pour déployer la dématérialisation et comment se sont mis en place les éléments qui ont permis de dire aujourd'hui que le projet est réussi? Un deuxième thème autour de l'animation territoriale, puisque le sens de la dématérialisation de l'application du droit des sols, c'est aussi d'avoir une chaîne d'instruction dématérialisée de bout en bout qui réunissent l'ensemble des partenaires du territoire, les services déconcentrés, les collectivités, les architectes des bâtiments de France, les gestionnaires de réseau. Et du coup, l'idée, c'est de vous partager comment s'est mise en place aussi cette animation territoriale avec l'ensemble des partenaires.
On fera un focus dans un troisième temps sur la numérisation, puisque c'est un sujet qui est beaucoup évoqué en ce moment. En tout cas, on le remarque au niveau du programme, pour vous partager les bénéfices de la numérisation, pour éviter le double flux de traitement et d'instruction papier d'un côté, dématérialisé de l'autre. Et puis, on finira par un quatrième thème autour de la relation aux usagers et aux pétitionnaires, et ce qui a été mis en place dans les collectivités pour rendre visible cette transformation du service public plus moderne, plus accessible, puisque c'est aussi ça le sens de la dématérialisation, de permettre aux usagers de saisir l'administration de manière simplifiée grâce à cette démarche dématérialisée. Je vous propose sans attendre de partager le premier thème et de faire intervenir nos 3 collectivités autour de ce premier sujet, le mode projet et l'organisation interne de l'administration, une condition indispensable pour déployer la dématérialisation. Alors, vous allez le voir, la réponse est un peu dans la question, mais peut-être que je vais solliciter Sylvie Chenevière. Je le rappelle, vous étiez jusqu'à récemment responsable de l'urbanisme et ADS à Mauges Communauté. Est-ce que vous pourriez nous partager très simplement à quel moment vous avez commencé à mettre en place et à mettre à l'agenda ce projet de dématérialisation et finalement par quoi vous avez commencé? Je vous laisse rallumer votre micro. Voilà. Lorsqu'effectivement, moi, j'ai pris mes fonctions au sein de cette collectivité, déjà dans le cadre de l'entretien et lors de mon recrutement, il y avait un bloc qui avait été posé sur ce volet des maths. C'est que le choix politique était déjà qu'on avait un objectif très clair, c'était atteindre 100% de maths d'ici la fin du mandat. Donc, partant de ce postulat, la première chose que j'ai identifiée, c'est quelles étaient les ressources en interne que nous avions, sur lesquelles je pouvais aussi m'appuyer, et puis surtout, effectivement, construire, constituer, composer une équipe pour travailler en mode projet. Mais dans cette équipe, quelles étaient les ressources que je pouvais intégrer, quels étaient les acteurs qui allaient être concernés. Et il faut savoir en plus que j'ai composé avec le tissu de l'organisation en place, puisque c'est une communauté d'agglomération de 120 000 habitants, mais qui est assez jeune et qui n'était pas encore complètement structurée. Donc, par rapport, moi, aux acteurs et aux besoins que j'avais identifiés, un tissu juridique, un tissu technique sur la partie informatique, bon, sans parler de tout notre métier et notre mission à nous, mais ça, c'était exercé au sein du service. Il est apparu très, très rapidement que je n'avais pas de direction juridique, je n'avais pas de juriste. Il y a une DSI dans cette structure, mais elle est mutualisée, elle n'est pas dédiée uniquement à l'agglomération, donc pas nécessairement des collègues qui étaient toujours disponibles et que je pouvais dédier uniquement, ou en tous les cas sur un temps donné, à ce projet. Donc, très, très vite, j'ai envisagé que peut-être il fallait mettre en place cette équipe projet, mais avec un acteur qui serait peut-être externalisé. Ou alors, il fallait envisager peut-être recruter un chargé de mission qui pourrait piloter, conduire, mais qui serait dédié à 100% sur ce projet. Donc, voilà un petit peu le cadre et les réflexions qui ont été posées. C'est très synthétique, je vais rapidement, mais... suite à des présentations faites à une instance que je détaillerai peut-être un petit peu plus tard dans le deuxième ou troisième point que vous avez présenté dans l'intro, je faisais régulièrement des présentations, on va dire une fois par mois, à un groupe d'élus qui est composé donc des 6 adjoints à l'urbanisme des 6 communes nouvelles, puisque l'agglo, c'est 120 000 habitants, 6 communes nouvelles, comme vous le disiez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 64 communes, en fait. Donc, les 6 adjoints à l'urbain, le vice-président en charge de l'aménagement au niveau de Mauges Communauté, composer cette instance également des responsables ou directeurs des services urbains des 6 communes nouvelles. Et très rapidement, on s'est rendu compte que, enfin, en tous les cas, le choix a été fait très vite et l'arbitrage de dire on va externaliser, on va se faire accompagner aussi par quelqu'un parce qu'en interne, on n'aura pas toutes les ressources nécessaires à la conduite de ce projet. Donc, c'est le choix qui a été fait avec toujours dans notre ligne de mire le fait de se dire
Ça permet d'être peut-être plus efficace et surtout d'aller un peu plus rapidement en se faisant accompagner par des expertises en termes de métier, notamment en informatique, enfin sur plein de choses. Et comment dirais-je, c'est le choix qui a été fait, d'autant plus que je précise dès maintenant, mais on l'abordera comme vous l'avez précisé également, que très très rapidement le choix a été fait lorsque je l'ai proposé et que j'ai expliqué quels seraient les avantages, les atouts, et puis pour éviter certaines difficultés, c'est de mettre la numérisation en place. Donc dès le départ, ça a été intégré dans le projet. Donc, j'ai envie de dire, le mode projet et surtout la façon dont on a mis en place notre mode projet et notre équipe, entre guillemets, s'est appuyé sur tous ces ingrédients et sur tous ces facteurs, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je pense qu'on a plusieurs élus autour de la table puisque l'invitation a été lancée par l'AMF et Intercommunalité de France. Peut-être une question complémentaire par rapport à ce que vous avez dit et en référence à notre échange quand on a préparé ce webinaire, on avait évoqué le fait que les élus avaient été particulièrement sponsors de la démarche. Est-ce que ça a été un élément déterminant de la mise en œuvre et du déploiement dès les premiers instants de déploiement de la dématérialisation? Oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure, quand dans le cadre de ces présentations et de nos retours d'expérience, c'était une honnêteté. Et effectivement, il faut être humble, sincère et honnête. C'est que je suis convaincue que je ne l'aurais peut-être pas conduit de cette façon, ce projet, sur un autre territoire où j'aurais peut-être pas eu une adhésion des élus politiques. Et puis, le fait de le porter autant. Donc, forcément, je ne vais pas dire que ça a été facilitateur parce qu'on a eu, ça n'a pas toujours été simple ni facile et c'est toujours pas terminé. Il faut être aussi lucide par rapport à ça. Mais c'est vrai que par contre, par rapport à cette mise en place et cette organisation, il y avait vraiment une adhésion dès le début de l'équipe qui nous suivait, l'équipe politique. Et puis, je pense, l'objectif étant en plus que on avait un président qui nous avait bien donné la feuille de route, dire 100% de démat dans la mesure du possible d'ici la fin du mandat. C'est vrai que tous les élus, du coup, ont joué le jeu aussi. Et pour le coup, les décisions n'ont pas toujours été simples parce que, bien sûr, on en parlera un peu plus tard, mais oui, c'est des coûts derrière, mais voilà, c'est des choix. Et c'est vrai que cette organisation, elle est liée aussi, et le résultat, là où on en est, il faut le partager avec eux aussi. Et c'est vrai que quand j'ai quitté mon poste là très récemment, on en a parlé avec les élus en disant, excusez-moi l'expression, mais on en a un petit peu bavé, Sylvie, mais qu'est-ce qu'on a quand même fait un beau truc. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont été partenaires et acteurs aussi de cette conduite. Merci beaucoup. Alors, de votre côté, Christelle Montier, Aix-en-Provence, un des partenaires de premier rang, ça a été d'embarquer la direction de la transformation numérique, d'embarquer aussi et d'avoir un mode de relation très en proximité avec votre éditeur de logiciels. Est-ce que c'était pour vous une vraie condition de réussite de la dématérialisation? Oui, effectivement, le partenariat avec la DSI et l'éditeur sont indéniablement une des clés de la réussite. Mais en réalité, la DSI était dans les starting blocks pour nous accompagner. Elle était vraiment convaincue de l'intérêt et ce projet était sa priorité. Donc, la DSI était en fait en attente d'un pilotage métier, c'est-à-dire au sein de la direction d'urbanisme réglementaire. Donc, ma prise de poste à J-9 mois avant la date officielle de mise en œuvre de la démat ADS, je suis arrivée, nous avons constitué l'équipe projet, donc avec la DSI, avec des membres de la direction d'urbanisme réglementaire, également avec la chef de service des archives municipales. Et bien sûr, nous avons associé notre éditeur et également fait appel à un assistant maîtrise d'ouvrage pour mettre en lien surtout les deux métiers, la DSI et l'urbanisme réglementaire, pour accompagner au niveau du changement des équipes. Donc, effectivement, des atouts majeurs, ça a été la collaboration qu'on a pu mettre en place avec l'éditeur à partir de janvier-février 2022.
lors de la mise en route, nous étions sur une collaboration hebdomadaire. Il était très à l'écoute et faisait évoluer son outil constamment en fonction de nos demandes, de nos retours. Voilà, indéniablement, c'était une des clés de ce succès connu chez nous. Est-ce qu'il y a des chantiers à mettre, que vous avez mis un peu sous contrôle de manière prioritaire, des chantiers un peu sensibles, voilà, où vous pourriez aussi partager votre retour d'expérience là-dessus pour les collectivités qui sont plutôt en phase de démarrage? Est-ce qu'il y a des chantiers particuliers ou des sujets à mettre plus sous contrôle que d'autres? Alors, effectivement, pour rappeler les objectifs que nous étions fixés, c'était d'être prêt déjà pour tout recevoir en version dématérialisée. Et l'objectif numéro 2 était de ne rien rematérialiser. Donc, il a fallu effectivement travailler à la fois sur la chaîne d'instruction pour les changements de métier, pour que tout se fasse de manière dématérialisée, mais de manière fluide, que les instructeurs puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, donc avec le matériel adapté, l'application adaptée, et également le travail sur les consultations avec nos partenaires. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel nous allons revenir dans un deuxième temps. Voilà, donc c'était nos chantiers prioritaires. Et c'est vrai qu'on a eu l'aide notamment du chef de département numérique, pour qui, donc Jérôme Richard, pour qui la priorité, c'était vraiment le matériel, l'application, et qui n'a pas hésité à aller chercher du budget pour avoir vraiment du matériel adapté et performant. Merci beaucoup. Donc, si je synthétise, 2 sujets un peu prioritaires à mettre à l'agenda. D'un côté, l'accompagnement des agents pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et être formés avec des compétences un peu nouvelles, ou en tout cas des outils de travail un peu nouveaux. Et puis la partie équipement qui a été aussi importante pour voilà, que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions avec du matériel et des outils adaptés. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Stéphanie Lapère, je me tourne vers vous maintenant. Alors, on l'avait partagé, vous avez donné un nom et une marque à ce projet de dématérialisation des autorisations d'urbanisme qui s'appelle, je crois, Urbasmart. Comment ça a été un élément qui a permis un peu l'adhésion des agents, et comment aujourd'hui ça a été finalement une bonne idée de donner un nom à ce projet pour peut-être plus de lisibilité pour les agents, et puis créer ce phénomène d'engagement dans une dynamique un peu collective aussi. C'est exactement ça, en fait. Tout d'abord, je voulais dire que je partage pleinement ce qui a été dit d'une part par Moj et par Aix. C'est-à-dire que le portage aussi et le fait que pour nous, c'était un projet repéré comme stratégique par notre hiérarchie, nos politiques, a fait que effectivement c'était aidant. Et le fait de travailler en équipe également avec nos systèmes d'information ou l'éditeur, enfin toutes les parties prenantes, c'est une vraie clé de réussite. Et effectivement, l'association des agents, ce nom-là, il a été choisi par nos collègues. On les a fait un petit peu travailler et réfléchir au nom qu'on pourrait donner. Donc, ça leur a permis effectivement de s'approprier un petit peu la démarche qui, malgré tout, leur a semblé lointaine assez longtemps, puisqu'on a démarré en 2020, voire même en fin 2019. Mais on a aussi tenu à les associer à différents moments, en fait, pour pas perdre de vue, puisque comme c'est un temps un peu long, effectivement, essayer de rythmer ça. Et notamment, on a pu proposer 3 séminaires ou webinaires en fonction du Covid notamment, mais également, comme vous l'avez souligné, le choix du nom, le choix des outils aussi, c'est-à-dire les doubles écrans ou un grand écran, enfin vraiment savoir comment ils préféraient eux travailler. Ça a été également le choix du logo, etc. Donc on les associe à diverses reprises effectivement pour qu'ils se sentent vraiment intégrés dans cette démarche. Merci beaucoup. Et du coup, je comprends que c'est aussi ce qui a permis de donner un peu du sens à la transformation de manière collective. Est-ce que les agents ont été aussi accompagnés pour
s'approprier des nouveaux processus, des nouvelles compétences? Est-ce qu'il y a eu aussi un accompagnement dédié sur ce volet-là, un peu plus individuel et vraiment sur le volet métier? Un accompagnement très fort, en fait. Je pense que c'est une des clés, ce n'est pas la clé, parce qu'il y a plusieurs clés de réussite. Mais l'accompagnement, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Outre les formations que l'on avait demandé à notre éditeur, nous, avec mon équipe administration fonctionnelle, on s'est mis en capacité de les accompagner. Alors, au moment de la démat, tout début janvier, on avait des réunions hebdomadaires avec chacun de nos pôles, puisque dans Métropole, nous avons 4 pôles d'instruction sur le territoire. Donc, des temps hebdomadaires, puisqu'effectivement, il fallait monter en compétence sur de nouveaux sujets. Quand on a senti que ça commençait à se stabiliser, on est passé sur tous les 15 jours. Et là, aujourd'hui, on continue à les voir une fois par mois parce qu'il y a encore des évolutions, notamment avec plateau, à prendre en compte dans l'instruction. Mais c'est effectivement, maintenant, on va dire, c'est du courant, quoi. Donc, ils se sont bien appropriés le sujet. Mais il a fallu un gros accompagnement quand même. Merci beaucoup. Et du coup, au-delà de l'investissement financier qui a été nécessaire, notamment sur le volet équipement, outillage, avec une solution robuste pour pouvoir conduire la dématérialisation, il y a aussi ce volet investissement humain avec cette organisation en mode projet pour mobiliser les équipes et les agents à ce programme long de dématérialisation et de mise en place de nouvelles habitudes de travail. Alors, je sais qu'il y a des questions sur qui sont les éditeurs de logiciels de chacun, notamment quand les retours d'expérience sont particulièrement intéressants et inspirants. Ce n'est pas une question à laquelle on pourra répondre dans le cadre de ce webinaire, par respect du Code des marchés publics et de la concurrence. On ne peut pas dévoiler qui sont les éditeurs de logiciels de chacune des collectivités, mais ça ne vous empêche pas ensuite d'échanger entre vous. En tout cas, on ne pourra pas l'évoquer collectivement dans le cadre de ce webinaire. On a commencé à l'évoquer et je vais faire la transition avec le deuxième thème de notre webinaire d'aujourd'hui sur l'animation territoriale. Parfois des résistances, parfois aussi et souvent de la coopération, puisque comme je le rappelais en introduction, le sens de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, c'est bien d'avoir une chaîne unique d'instruction dématérialisée qui intègre l'ensemble des partenaires, et c'est notamment ce que permet la plateforme Plateau qui a été déployée par l'État, la plateforme d'échange et de partage des autorisations d'urbanisme, à laquelle viennent se raccrocher et se raccorder chacun des partenaires, les collectivités en premier lieu bien entendu, mais aussi les services déconcentrés de l'État, les gestionnaires de réseau, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans l'instruction des demandes. Et finalement, c'est ça le sens de la dématérialisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu aborder ce sujet de l'animation territoriale, puisque au-delà de l'organisation interne et du mode projet qui a été mis en place dans chacune des collectivités, à un moment donné, dans ce projet de dématérialisation, il a aussi fallu solliciter les partenaires du territoire. Sylvie Chenevière, comment ça s'est passé dans le Pays de Mauges? Quelles instances vous avez mises en place pour associer les autres services du territoire concernés et engagés dans cette démarche de dématérialisation, et puis avoir animé cet effort et cette intention d'alignement finalement de toutes les parties prenantes? Alors effectivement, nous, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Déjà en interne, j'ai envie de dire, par rapport aux 6 communes nouvelles qui ont chacune un service urbanisme, le service instructeur de Mauges Communauté est un service commun mis en place. Donc, on instruit pour le compte des communes, mais j'ai envie de dire déjà toute la partie financière est partagée par les communes aussi. Donc, je l'explique parce que ça explique aussi pourquoi on était. Enfin, moi, je voulais absolument, et les élus aussi, que ce soit quelque chose vraiment de très collaboratif, puisque de toute façon, j'ai envie de dire, au bout du compte, il y a aussi une participation de toute façon d'ordre financier. Donc déjà, à ce niveau-là, c'était aussi un accompagnement qui, dès le départ, était ciblé, était voulu et était absolument indispensable.
L'accompagnement, c'était par les formations dont parlait Stéphanie tout à l'heure, en fonction effectivement des éditeurs avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est le bloc, on va plus dire formation. Mais ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur la mise en place de services, hormis se faire accompagner là, on avait fait le choix d'externaliser. Préalablement à ce choix, j'avais demandé à 2 de mes collaborateurs au sein du service instructeur, donc instructeurs eux-mêmes, est-ce qu'ils acceptaient d'être administrateurs fonctionnels? Parce que moi, je vous avoue que ce n'est pas mes compétences du tout, toute la partie technique, on va dire, liée à l'informatique, à du développement, à du paramétrage. Même si on se faisait accompagner, on avait des besoins au quotidien et en plus, on travaille complètement transverse avec l'éditeur. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que ces 2 collaborateurs administrateurs, c'est grâce aussi à eux que tout ça a pu se faire, notamment quand on abordera tout à l'heure le volet numérisation. Ça permettait, on a travaillé aussi sur comment accompagner au mieux nos collègues dans les communes, comment faire en sorte qu'aucun ou aucune ne soit laissé sur le bord de la route et puis soit bien tout le temps dans l'action également, comprennent là où on en était. Donc, de la même façon que Stéphanie, nous, ce n'était pas qu'en interne, c'était aussi avec ces partenaires-là, ces acteurs-là, d'être le plus possible sur le terrain s'il y a besoin. Donc, les 2 collaborateurs administrateurs se déplaçaient régulièrement pour les former, parce que même s'ils suivaient les formations de l'éditeur, quand vous n'êtes pas instructeur en tant que tel, parfois, ce n'est pas simple, le plateau, tout ça. Voilà. Donc, on a assuré des animations et des formations sur site dans les communes. On est allé voir d'autres collectivités dans un périmètre géographique pas trop éloigné, mais qui utilisaient déjà le même logiciel que nous, qui pouvaient parfois être pilotes sur la démat et savoir quelles avaient été leurs difficultés pour aussi un petit peu, et puis permettre de voir, éviter peut-être les mêmes difficultés. On partait déjà, nous, sur qu'est-ce qu'il fallait qu'on projette par rapport à la numérisation, donc plein de paramétrages, plein de choses comme ça. Et donc, ça voulait dire aussi pour que ça fonctionne, et on le verra pourquoi au niveau de la numérisation, il fallait aussi qu'on prépare nos collègues en commune nouvelle ou en commune déléguée, parce que les communes nouvelles ne sont pas toutes organisées de la même façon non plus. Donc, l'animation était indispensable, parce que pour que la chaîne fonctionne, il fallait que chaque acteur et chaque maillon soit bien au fait et qu'on soit au même niveau d'information et de pratique. Donc, voilà pour la partie. On a fait des tutos. On a mis des tutos en place aussi pour accompagner nos collègues parce qu'on ne pouvait pas toujours être présent. Moi, j'avais beau avoir 2 collègues qui avaient accepté d'être administrateurs. On avait quand même le plan de charge d'instruction, lui, qui ne déminait pas parce que tout ça venait se superposer à nos missions quotidiennes aussi. Donc, et puis, effectivement, avec un partenariat avec ce prestataire dont je parlais tout à l'heure, qui nous a beaucoup, beaucoup accompagnés également. Mais l'animation, c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup en interne. On avait envisagé dès le départ un plan de communication qui finalement, on s'adapte aussi au fur et à mesure de nos projections, qui est plutôt lancé là sur 2023. Et on a priorisé d'abord l'accompagnement aux communes. Et puis, donc, aller voir d'autres collectivités, c'est très important aussi, surtout s'ils utilisent le même logiciel que vous et que ça. C'est tout bête, mais ça fait du bien de se rendre compte aussi qu'on rencontre les mêmes difficultés. Et puis, on partage et voilà. On a essayé de mettre aussi un petit réseau en place avec d'autres collectivités ou sur le département, voire au-delà si on pouvait, mais déjà le 49 qui avait les mêmes difficultés que nous. Je ne vous cache pas qu'à un moment, les difficultés, on avançait peut-être trop vite des fois par rapport au service État en premier lieu parce que parfois on était bloqué et parce que l'État n'avait peut-être pas été aussi vite que nous. Je pense à certains services, mais les citer ne serviraient à rien. Mais voilà. Et ça fait du bien aussi dans ce cadre d'animation ou de coopération. Justement, cette coopération, on en a besoin quand parfois on s'essouffle. Parce qu'on a eu des moments d'essoufflement et de fatigue. Il ne faut pas non plus, là aussi, il faut être honnête. Et puis, l'instance dont je parlais tout à l'heure, qui était donc composée d'élus, de techniciens, animés en tant qu'élus par le vice-président en charge de l'aménagement du territoire, et puis en tant que technicien, moi-même sur la partie animation côté service, et avec des présentations, des validations et puis des projections, et on se réunissait une fois par mois sur cette première année. On a diminué un peu après, effectivement, et puis
puis voilà. Et les résistances, elles étaient en premier lieu de l'équipe. Hein. C'est pas simple de changer de méthode, de surtout s'approprier quelque chose pendant que vous continuez vos missions, encore une fois, parce que je pense que ça, il faut vraiment le souligner. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est fatigant. On a eu des moments un peu je disais d'essoufflement, mais vraiment parfois de grands moments de se dire, mais ça va pas être possible, quoi. On arrête là parce que voilà. Donc, il faut porter aussi ça. Donc, la résistance, elle est aussi sur le fait de dire, mais Sylvie, là, aucun intérêt de travailler comme ça. En fait, on va travailler derrière un écran tout le temps. Enfin, voilà, on a eu ces moments de résistance. Et l'animation territoriale, moi, je l'ai fait passer aussi par une sollicitation du service ressources humaines chez nous, en interne, à Moche Communauté, où pendant une journée, on a préparé ensemble avec un partenaire extérieur, mais là, j'étais vraiment, moi, soutenue, accompagnée par le service ressources humaines de l'accompagnement au changement pour mon équipe qui se fatiguait, qui se lassait, qui perdait l'intérêt et le sens un peu de ses missions. Et pendant une journée, on est sorti du site, on a été accompagné par ce prestataire et puis histoire de les faire parler et puis de redynamiser un peu les troupes, entre guillemets. Merci beaucoup Sylvie Chenevière. Peut-être une question complémentaire rapidement. Ce que je comprends, c'est que ça a coûté un effort humain assez important, et un investissement, un engagement de vos équipes très important pendant un temps assez long, puisque pour mettre en œuvre la dématérialisation, il y a le volet technique, mais il y a aussi le volet RH des compétences, il y a le volet un peu motivationnel et la posture de chacun. Est-ce que finalement, maintenant que la dématérialisation est mise en place et que vous êtes passé dans un autre mode de fonctionnement qui est plus complètement le mode projet, puisque vous avez sécurisé un certain nombre de choses, est-ce que le retour sur investissement de tout cet engagement et toute cette charge de travail supplémentaire qui a pesé sur les agents apporte aujourd'hui des bénéfices visibles ? Les bénéfices, oui. Alors, on n'a pas encore un temps de recul suffisant. Je pense qu'il va falloir comme encore du temps pour le bénéfice immédiat. Il a été surtout, c'est pour ça que je dis que d'un territoire à l'autre, une organisation, forcément, elle s'adapte au contexte. Et le nôtre, c'était une des difficultés qu'on rencontrait, sans des maths d'ailleurs, c'était l'organisation justement de cette quand même fusion de 64 communes en 6 communes nouvelles, avec des organisations qui étaient un peu restées pérennes, mais c'est normal, tout ne change pas, et surtout des organisations différentes. Donc, un des objectifs, c'était déjà une harmonisation du fonctionnement des communes vis-à-vis de la Moche Communauté sur ce service. Et finalement, la démat nous servait un peu de levier aussi, parce que du coup, l'objectif, et ce qui a été constaté comme résultat assez rapidement, même s'il y a encore des couacs, encore une fois, c'était de pouvoir harmoniser et de pouvoir réduire des délais de transmission, parfois des délais qui nous arrivait un peu tardivement, nous, au service instructeur à l'EPCI. Et du coup, on a eu un effet un peu positif à ce niveau-là. Même si ce n'était pas celui qui était recherché, en tous les cas, voilà, c'est des constats qu'on a pu faire. Et effectivement, l'harmonisation des méthodes, et ce qui a permis à une des communes nouvelles, d'ailleurs, qui n'avait pas encore centralisé par rapport à ses communes déléguées, d'aller plus vite et puis de centraliser son service et de mettre en place, entre guillemets, son service ADS préalable à l'instruction qui arrivait chez nous. Donc, finalement, ça a eu aussi des impacts sur l'organisation et finalement, voilà. Et puis, le fait qu'en plus, nous, on est très vite couplé avec la numérisation. Depuis fin d'année 2022, on n'a plus du tout aucun dossier papier qui arrive on n'a pas le double flux puisqu'on a travaillé très vite sur la numérisation. Donc, ce qui n'est pas déposé en démat, on l'a quand même qui arrive sur le logiciel métier via le canal numérisation. Et on en parlera dans le sujet. Mais c'est un bénéfice du fait qu'on a tout mené de front. Merci beaucoup. À Aix-en-Provence, Christelle Montier, vous avez mené un gros travail sur l'animation territoriale avec certaines résistances, notamment de certains services déconcentrés, je crois. Comment est-ce que vous avez réussi à les dépasser ? Alors effectivement, la plupart des partenaires n'étaient pas prêts en janvier 2022. Et pour autant, nous avions notre objectif de ne rien rematérialiser.
Donc, en fait, il a fallu tenir bon. Alors, ça s'est construit en leur expliquant cet objectif, l'intérêt. On est quand même aussi sur une démarche qui intègre le développement durable au cœur de notre métier. Donc, leur rappeler ces objectifs-là qui sont normalement portés par tous les services déconcentrés, mais bien sûr leur rappeler les gains qu'on peut en retirer, même si dans un premier temps, ça allait mobiliser, ça allait être chronophage, les gains retirés pour les différents partenaires et les équipes concernées. Donc ça, je laisserai rebondir notre instructeur Manon Galafrio qui pourra mieux que quiconque au sein de cette équipe parler des bénéfices. Mais effectivement, il a fallu trouver des solutions parce que certains n'étaient pas connectés à Plateau avec une application métier. D'autres ne choisissaient pas de se raccorder à Viso non plus. Donc là, c'est notre DSI qui a cherché une solution au moyen d'une plateforme hébergée par la ville, une plateforme sécurisée, qui était connecté directement à notre application métier. Et de ce fait, nos partenaires pouvaient utiliser comme un lien de transfert, mais version sécurisée, télécharger tous les dossiers pour lesquels on les consultait. Et en leur proposant cette solution clé en main, c'est vrai que du coup, on a pu embarquer un grand nombre de partenaires et nous n'avons rien rematérialisé. Merci beaucoup. Et du coup, vous avez été pilote de la démarche et vous avez permis à chacun d'intégrer cette chaîne dématérialisée. Pour autant, vous avez laissé aussi aux partenaires du territoire leurs prérogatives et leurs responsabilités dans ce partage un peu des rôles et des tâches. Est-ce que ça a été facile d'être pilote de la démarche et d'être très actif sur l'engagement des partenaires du territoire sans prendre leur place et prendre leur rôle pour autant? Est-ce que sur la répartition des rôles, ça a été facile à mettre en place ou en tout cas sur les prérogatives de chacun, la répartition a été claire dès le début? Effectivement, on a eu des résistances, hein, mais les partenaires, dans la mesure où on leur proposait différentes solutions et nous, de notre côté, en cas de résistance sur les outils proposés par l'État, on leur proposait une solution adaptée. Effectivement, ils ont adhéré, ils ont compris le gain. Alors, pour beaucoup, ça a été avec un décalage dans le temps. Il a fallu être convaincant. Mais ils ont adhéré à la démarche. Le seul point de résistance qui est effectivement, je pense, partagé par beaucoup de communes et de communautés de communes, c'est pour l'instruction des PC ERP, effectivement, où on n'est pas encore en capacité d'instruire de manière dématérialisée, mais c'est resté le seul point dur. Avec nos partenaires. Peut-être je vais laisser la parole à Manon Galafrio qui va présenter un peu les bénéfices effectivement qui ont été qui sont les mêmes que ce soit pour une équipe d'instruction ADS, puisque de l'autre côté les partenaires sont aussi des agents instructeurs sur leur expertise métier. Donc en fait ce sont des bénéfices partagés que je pense qu'il est intéressant de valoriser aujourd'hui. C'est vrai que nous, en tant qu'équipe instructeur, on avait besoin d'être rassurés parce que cette obligation réglementaire, elle nous faisait tous un petit peu peur. C'était une échéance qui arrivait rapidement et le mode projet nous a vraiment aidé à rentrer complètement dedans. Et je pense que cette place aussi qu'a donnée Madame Montier à l'ensemble des agents a permis qu'on soit tous à l'aise dans la démarche et qu'on soit tous intégrés aussi depuis le départ. Aujourd'hui, nous, on voit vraiment les avantages et ils sont indéniables sur le gain de temps, sur le rapport aussi avec les pétitionnaires et les architectes de manière générale, puisqu'on a la main aujourd'hui sur la réception des pièces, sur les demandes. On a des échanges qui sont beaucoup plus fluides, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à ce type de retour. Et surtout, le gain de temps, nous, il a été très visible. Il nous a permis aussi d'améliorer notre qualité de vie au travail, puisqu'aujourd'hui, on est capable d'instaurer 2 jours de télétravail par semaine pour les agents qui le souhaitent. Et c'est quelque chose qui était complètement nouveau et qui a vraiment changé notre façon de travailler et surtout notre efficacité et le nombre de dossiers traités. Aujourd'hui, comme tout le monde joue le jeu, on se retrouve vraiment dans une situation qui est très favorable pour les instructeurs, même si ce n'était pas facile au début. Aujourd'hui,
les feux sont verts. Et en complément, je voudrais ajouter le travail de notre éditeur qui après une année donc, de mise à disposition d'une plateforme dédiée que j'évoquais tout à l'heure, donc qui nécessitait un téléchargement, a créé un outil spécifique pour la consultation de nos partenaires qui ne sont toujours pas connectés via une application métier et via Aviso. Donc, une plateforme dédiée qui est très ergonomique et qui permet de consulter les dossiers sans les télécharger. Et très prochainement, cette plateforme pourra recueillir les avis, ce qui fait que les instructeurs recevront des avis tant de cette plateforme que les avis qui sont réceptionnés depuis Plateau de la même manière. Merci beaucoup pour ces éléments et ces retours d'expérience très concrets aussi. On voit bien les bénéfices que ça a pu générer aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Stéphanie Lapeyre. Alors, vous avez mis en place un cycle de réunions que j'ai renommé extraterritorial pour dire que vous avez mené aussi une démarche de concertation avec d'autres territoires, d'autres collectivités qui vous ressemblent pour partager les bonnes pratiques, les retours d'expérience, les difficultés, les réussites aussi. Qu'est-ce que vous en avez appris, peut-être parfois pour réajuster certains modes de fonctionnement au sein de Bordeaux Métropole ou au contraire aussi pour valoriser vos réussites et partager des retours d'expérience réussis pour d'autres collectivités qui étaient dans la même situation que vous? Oui, en fait, je vais un peu élargir. En fait, c'est vrai que en disant qu'en effet, on a des temps d'échange avec une grosse dizaine d'autres collectivités. On n'est pas fermé pour accueillir d'autres collectivités en tant que besoin. Mais tout ça est né finalement d'une question de Paris, en fait, sur Plateau, notamment suite à un groupe miroir du programme des MatADS, qui sont des temps d'échange, mais fondamentaux, en fait, véritablement, entre le programme et les collectivités. Et en définitive, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être intéressant les uns les autres. On était, oui, peut-être 7-8 collectivités autour de la table, d'échanger la façon dont nous avions conduit nos projets respectifs. Alors, nous, c'est arrivé, nous, on avait livré le projet. Donc, quand on est sur une solution full des maths, les choses étaient à peu près stabilisées. En revanche, c'est plutôt dans la pratique, dans certains process, effectivement, où on peut échanger et qui peuvent nous nourrir, nous donner des idées. Donc, ces temps-là sont importants. Et j'ajoute que ce sont des collègues. On n'a pas tous le même éditeur, donc ça permet aussi d'élargir un petit peu les horizons et de se poser des questions sur comment on a pu faire évoluer tel ou tel point et quelles sont les difficultés que l'on peut malgré tout encore rencontrer sur tel ou tel sujet. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour prendre une question qui est directement en lien avec ce sujet de l'animation territoriale, où on sait que les services déconcentrés, notamment, ne vont pas tous au même rythme. Et il y a une question sur les SDIS. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos territoires respectifs, ils acceptent la consultation dématérialisée via Plateau? Et plus largement, peut-être, est-ce qu'il y a aujourd'hui des acteurs de la chaîne d'instruction qui sont toujours dans cette forme de résistance et qui imposent la rematérialisation à un moment donné de la chaîne d'instruction? Je commence ou... Oui, allez-y. Allons-y. Alors, côté Bordeaux Métropole, nous, on a accompagné les services, je ne vais pas revenir sur la question précédente, mais depuis en fait, tout fin 2019, on a fait des réunions semestrielles, à la fois nos services internes, parce qu'il y en a un certain nombre, mais également les SDIS et les DIS, etc., ou les UDAP, pour savoir effectivement faire des points réguliers où ils en étaient de la démarche, etc., puisque l'objectif était, comme mes collègues, de ne pas rematérialiser. Globalement, bon an, mal an, tout le monde était plus ou moins prêt, on va dire, côté Bordeaux Métropole au 1er janvier 2022. Ceux qui n'étaient pas prêts, pour le coup, et
n'étaient pas encore en capacité d'aller sur Ado sont venus sur notre on va dire, outil. On a un outil spécifique, effectivement, d'échange, et je pense que ça doit être le même peut-être qu'Aix. Et ensuite, sont passés sur Ado, puis Plateau aujourd'hui. Il y avait effectivement la question du SDIS, puisque c'est ce qui cristallise un petit peu les problématiques. Alors, le SDIS aujourd'hui, on a mis beaucoup de temps à pouvoir échanger avec eux de façon, déjà les faire venir, à leur faire accepter qu'effectivement, il fallait passer à la démat. Il n'était pas question non plus qu'on rematérialise de notre côté, ça c'était un axe fort. On les a beaucoup poussés. Et d'ailleurs, parenthèse, je remercie également le programme des maths ADS là et la DDTM 33, puisque je me suis aussi beaucoup fait d'accompagner d'eux et leur action a aussi permis de déverrouiller certains points. Donc, c'est bien vraiment de se faire accompagner. Et aujourd'hui, en tout cas, la métropole, le SDIS est sur Plateau. Alors, avec un outil chez eux qui doit encore évoluer parce qu'ils n'ont pas des fonctionnalités qui leur manquent malgré tout pour être complètement à l'aise sur la démat. En revanche, on arrive à échanger et les prises en compte métier et les habits, c'est directement sur Plateau. Ils sont en train de travailler pour que les documents puissent également passer via Plateau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils nous envoient un lien sur lequel on doit récupérer l'avis. Mais enfin, en tout cas, les échanges se font via Plateau. Aujourd'hui, à la métropole, en Gironde. Merci beaucoup. Est-ce que côté Aix-en-Provence, vous voulez, Madame Chenevière, est-ce que vous voulez rajouter un mot rapide sur le sujet? C'est juste pour compléter par rapport à ce que Stéphanie disait. Quand moi j'ai quitté, en tous les cas, il y a un mois, la collectivité, on était toujours bloqué avec l'ABF, avec le SDIS, effectivement, où c'est compliqué. Et là où, en plus, là où c'est plus compliqué, c'est quand... je parlais tout à l'heure d'essoufflement et de fatigue, c'est que ça demande quand même beaucoup de temps, d'investissement, voilà, et que lorsque vous avez tout fait, tout mis en œuvre, et puis il y a un investissement coût aussi, puisque la numérisation et que depuis début décembre, vous n'avez plus aucun dossier papier, mais que vous êtes obligé de réimprimer parce qu'effectivement, certains services vous disent qu'ils ne le prendront pas autrement. C'est un peu compliqué à entendre. Alors, pour Aix, effectivement, si on parle du SDIS, le SDIS, c'est vraiment uniquement au niveau des PC ERP. Sinon, pour les PC, par exemple, quand on les consulte sur les risques feux de forêt, sur les logements, etc., ils vont répondre par plateau. Après, pour certains partenaires, effectivement, on a 2 flux qui rentrent, parce qu'avec le système de verrouillage par plateau, au bout d'un moment, on a un avis tacite, et certains partenaires souhaitent quand même déposer un avis avec des prescriptions, même s'ils sont hors délai, et donc ils vont nous envoyer un avis via on a une boîte mail dédiée générique, et donc qui utilisent depuis un moment pour des avis avec prescription qu'ils tiennent à nous transmettre. Effectivement, on voit qu'on doit aussi les accompagner techniquement, leur montrer, leur présenter. Et beaucoup sont venus dans nos locaux pour qu'on leur montre les outils, le choix du double écran, l'écran numérique que nous utilisons pour que ce soit palpable pour eux et qu'à leur tour, ils puissent avoir le matériel adapté et commencer à prendre du plaisir finalement, parce qu'avec ce que expliquait Manon Galafrio, on peut aussi retrouver une satisfaction à utiliser les outils numériques. Merci beaucoup. Ce que j'en retiens du coup, c'est beaucoup d'actions d'accompagnement finalement de certains partenaires plus résistants que d'autres et accepter le fait que la dématérialisation soit parfois un peu plus progressive pour certains partenaires, prenne un peu plus de temps, mais en valorisant les bénéfices et en ayant progressivement cette animation territoriale qui se structure, qui s'organise, finalement, on peut réussir à rallier même les plus réticents. Je vous propose de passer au 3e thème de notre webinaire de ce matin, avec un focus sur la numérisation, qui est un sujet
qui revient régulièrement dans nos échanges au niveau de la direction de programme aussi, puisque, je le rappelais en introduction, l'objectif de la dématérialisation, c'est bien d'éviter ce traitement en double flux et progressivement d'aboutir à un flux d'instruction unique où tous les acteurs concernés par une demande d'autorisation d'urbanisme puissent, via Plateau, la plateforme d'échange et de partage des autorisations d'urbanisme, rendre leur avis et apporter leurs compétences sur un dossier via ce flux unique, et la numérisation est un axe de travail, ou en tout cas un investissement qui permet ça et qui peut apporter aussi ces bénéfices à moyen et court terme peut-être. Sylvie Chenevière, dans le Pays de Mauges, vous avez fait, et vous l'avez dit dès le début de ce webinaire, dès le début, le choix de l'externalisation de la numérisation et le choix de la numérisation tout court d'ailleurs. Quel investissement à la fois financier mais aussi humain cela a-t-il représenté, et est-ce qu'aujourd'hui vous en avez retiré tous les bénéfices attendus voilà, à court terme? Est-ce que cet investissement à la fois humain et financier vous a apporté pleine satisfaction aujourd'hui? Alors oui, pleine satisfaction, je le redis, hein, on n'a pas encore fini, on a encore quelques actions à mettre encore en place, enfin, Mauges Communauté, mais on avait un scénario comportant plusieurs actions. Il y a encore 2-3 actions à mettre en place pour vraiment finaliser tout le process. Mais la numérisation, effectivement, c'était l'axe premier, et dès le départ, ce n'est pas quelque chose qui s'est mis en route au fur et à mesure, ça a vraiment été mis dans le projet dès le départ. Donc, on est passé on a fait une consultation, on est passé par un deuxième prestataire qui nous a accompagnés, spécialisé dans ce métier et ces missions. Et la numérisation, le choix a été fait. Et quand vous vous dites, pour éviter, et puis travailler tout de suite sur le double flux pour ne pas notamment avoir à le gérer, on a différentes hypothèses qui se présentent pour se dire comment on la traite, la numérisation. Moi, j'étais arrivée à 4 variantes, 4 hypothèses, là aussi, qui ont été présentées dans l'instance que j'évoquais, parce qu'on aurait pu imaginer quelque chose de mise en place, une cellule mise en place en interne au sein du service ADS, une numérisation avec le matériel adapté forcément qui aurait pu être pratiqué par les 6 communes nouvelles, puisque les guichets uniques, les clés d'entrée sont bien les 6 communes. Une externalisation complète, ou une externalisation, on va dire, mixte, dans le sens où quand vous avez des dossiers pour numériser, il faut aussi ce qu'on appelle les dépolluer, c'est-à-dire enlever les agrafes, les mettre, faire un typage pour que lorsque c'est numérisé, ça vienne se classer avec le nom. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et je pense que ça parle à tout le monde. Donc voilà, c'est déjà été d'identifier une numérisation, oui, mais comment? Et là encore, les élus ont fait un choix. Il était politique peut-être, mais en tous les cas, c'était un choix de dire on ne fait rien porter de plus aux agents, que ce soit en commune ou au service ADS. Donc, on externalise. On externalise de A à Z. Ça veut dire la dépollution, le typage, la préparation également. Ça a nécessité de notre part un travail supplémentaire et un investissement supplémentaire, surtout, encore une fois, et s'ils sont, je ne sais pas s'ils participent au webinaire, mais je les ai beaucoup remerciés, mais je les remercierai jamais assez, les deux instructeurs de l'équipe qui ont accepté d'être administrateurs, parce que tout le travail qu'on a mis en place avec le partenaire, le prestataire qui a été retenu, on a été jusqu'à créer des codes barres et tout pour faciliter le travail de tout le monde. Les communes au début du dossier, au moment lorsque les dossiers arrivent chez le prestataire qui numérise, pour faciliter son dossier, que les codes barres identifient tout de suite c'est un permis, c'est une DP, enfin voilà, de façon à ce qu'au terme de la numérisation chez le prestat, par un jeu de paramétrage qu'on a beaucoup aussi fait en collaboration, même si ça n'a pas toujours été simple avec notre éditeur, remonte tout de suite sur le serveur, permettant à chaque instructeur que ça revienne tout de suite via notre logiciel métier. Donc, ça a été beaucoup de travail et de paramétrage à mettre en place, parce qu'encore une fois, là, nous, on n'avait pas une DSI qui nous était dédiée. Donc, c'est ça qui nous a aussi beaucoup
demandé d'investissement. Et le prestataire qui nous accompagne, le premier prestataire, et je vois qu'il y a des questions dans la file déroulante sur ce prestataire, effectivement, dont je tairai le nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la promo, mais ce prestataire nous accompagnait aussi sur tout ce volet-là, la mise en place, il nous a accompagnés sur la question de la rédaction du cahier des charges aussi dans le cadre de la consultation pour le prestat de la numérisation, parce que c'est un vrai langage technique, c'est un vrai métier, et ce n'était pas du tout le mien, et pas ceux non plus de mes collaborateurs, et puis on n'avait pas le temps, enfin bon, pour plein de raisons. Donc la numérisation aujourd'hui sur Mauges, c'est via un prestataire extérieur, et c'est fait de A à Z, avec un passage de 6 navettes 2 fois par semaine dans chaque commune, qui récupèrent les dossiers déposés en flux papier, qui sont numérisés, qui reviennent, qui sont du coup réinjectés entre guillemets directement sur le logiciel métier. Et lors du deuxième passage, il y a le dépôt des dossiers à nouveau qui ont été numérisés dans chaque commune correspondante, avec en plus cette numérisation étant couverte par une certification qui couvre juridiquement en plus tout le process, qui va nous permettre derrière, et c'est une des actions qui est menée actuellement par mon ancienne équipe et par Mauges, sur l'archivage numérique qui va en suivre et qu'on va mettre en place. Voilà. Merci. Alors les bénéfices, pardon, excusez-moi, les bénéfices, juste rapidement, c'est juste effectivement ce que j'ai déjà évoqué et abordé tout à l'heure. Depuis le 6 décembre précisément, plus aucun dossier papier, donc on ne gère pas du tout de double flux. On a encore des corrections à apporter. Tout ce qu'on dit, c'est pas idéal, c'est pas parfait encore. Tout ce pour ma part, en tous les cas, ce sur quoi je vous fais un retour d'expérience, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y aura des adaptations à faire. Mais en tous les cas, au niveau de la numérisation, c'est vrai que on est parti sur quelque chose qui nous a fait peur. Mais finalement, ça se fait pas si mal que ça, même si de temps en temps, on a des petites choses. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, sur ce type de projet, c'est du normal. On avait, dans le cadre de la consultation, envisagé aussi une période d'essai, entre guillemets, avec des communes. On avait ciblé 1 ou 2 communes qui avaient accepté de jouer le jeu, d'être aussi cobayes un petit peu, parce qu'on est passé par une phase test, en fait. Quand je dis essai, c'est une phase test. On a commencé avec une commune, on a intégré une deuxième commune, et puis ensuite une troisième. Et puis, on a démarré avec les 6 communes, donc depuis le 6 décembre 2022. Donc, en plus, vous voyez, cette numérisation, le choix a été fait dès le départ, mais on a des consultations à faire. Un petit peu comme Christelle, moi, j'ai pris ce dossier avec mon poste le 3 janvier 2021. Donc, tout ce dont je vous parle, c'est de janvier 2021 jusqu'au moment où je vous parle, où on a mis tout ça en place. Donc, tout n'était pas prêt au 1er janvier 2022, ce serait mentir. Ce qui était prêt, c'était le portail, mais on n'était pas prêt pour tout. Et tout ça s'est fait aussi au fil de l'eau. Donc, aujourd'hui, la numérisation, elle fonctionne. Les bénéfices, c'est qu'on n'a plus du tout de dossier de papier. Ça nous a permis d'harmoniser nos modes de fonctionnement avec les communes aussi nouvelles. Et puis d'anticiper une démat, une démat là où on est en train de mettre en place ces signatures électroniques qui n'existaient pas partout non plus, et puis l'archivage numérique en dernier lieu. Merci beaucoup, Sylvie Chenevière. Stéphanie Lapère, à Bordeaux Métropole, vous avez aussi mis en place la numérisation pour éviter la gestion du double flux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est complètement rentré dans les usages et les agents se sont appropriés ce nouveau mode de fonctionnement et ce nouveau flux dématérialisé? Est-ce qu'il reste des choses à conduire? Et un peu la même question que pour Sylvie Chenevière, quel bénéfice aujourd'hui vous retirez de ce choix de la numérisation? Comme Sylvie, en fait, nous, on s'est également posé la question avec différents scénarios sur la table. Est-ce qu'on le fait complètement en interne? Est-ce qu'on le fait complètement en externe? Avantages, inconvénients, bon, on a tranché pour une solution hybride, côté Bordeaux Métropole. Pourquoi? Parce que, d'une part, on savait que les agents étaient pas du tout favorables à numériser eux-mêmes. Et par contre, nous, ce qu'on voulait, c'était une numérisation avec une certification derrière, la fameuse certification qui donne la copie fiable et fidèle, parce que ça nous permettra effectivement, en bout de chaîne, d'archiver numériquement et de pouvoir demander l'autorisation aux archives départementales de détruire le papier. L'objectif, c'est véritablement de ne plus avoir le papier. Et cette certification, malgré tout, elle a un coût. Il y a un investissement dans les machines, etc. Et finalement, comme on s'est dit que c'est quelque chose qui allait décroître,
enfin, on a espéré très fort que ça allait décroître. On se dit que ce n'était pas un investissement forcément pertinent. En revanche, effectivement, le prestataire, quel que soit le prestataire, hein, c'est un prestataire externe, il y a soit effectivement, il fallait qu'on l'accompagne très fortement sur ce qui était un plan masse, ce qui était un plan de, je sais pas, de coupe ou que sais-je encore, soit on décidait de, ce que disait Sylvie tout à l'heure, hein, dépolluer le dossier, découper le type, typer les pièces, les fameux codes barres pour qu'effectivement il n'ait plus qu'à lire avec la douchette et que ça intègre notre système d'information in fine. Donc, pour l'instructeur, finalement, c'est transparent. Que le dossier arrive nativement numérique ou qu'il soit ensuite numérisé, finalement, le flux est full des maths dès le départ, parce qu'effectivement, ce sont nos collègues des accueils, avec des accueils qui sont en pôle, hein, à Bordeaux Métropole, qui prépare le dossier avant de l'envoyer au prestataire. Et c'est effectivement notre service du courrier, hein, qui assure la navette 2 fois par jour pour amener ces dossiers, puisque effectivement l'objectif aussi, c'est une numérisation rapide, puisque les délais d'instruction courent. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre de temps là-dessus. Merci beaucoup. Alors, à Aix-en-Provence, vous êtes plutôt en phase de réflexion sur le sujet de la numérisation qui n'est pas encore complètement opérationnel. Donc, vous avez pu écouter 2 exemples, full numérisation et système un peu plus hybride à Mauges Communauté et à Bordeaux Métropole. Où est-ce que vous en êtes dans la réflexion et finalement, comment on met ce sujet à... Alors, effectivement, il faut traiter là-dessus. Allez-y. Excusez-moi, l'image était arrêtée. Effectivement, alors c'est un sujet un petit peu plus complexe pour nous, la numérisation. Il y a eu 2 temps. On s'en est bien sûr préoccupé dès la phase projet en amont de la mise en œuvre. Effectivement, nous visions de la même manière le simple flux. Donc, dans un premier temps, nous, nos réflexions se sont portées pour une numérisation en interne. Donc, à ce titre-là, notre AMO a accompagné l'équipe, a choisi le matériel en lien avec la DSI, a élaboré des tutoriels, a formé l'équipe pour qu'elle soit prête à numériser. Et puis, il y a eu la mise en œuvre où bon, c'était un peu chaotique au début, c'était chronophage sur bien d'autres sujets et on avait un faible engouement pour le dépôt en démat. On n'était qu'à 20% au début de dépôt dématérialisé. Donc là, on a mis le frein et on s'est dit, c'est pas le moment. L'équipe, elle n'avait pas envie de numériser 80% des autorisations déposées en papier. On va se concentrer sur la dématérialisation, sur tous les autres aspects pour être efficient. Et puis, quand ce sera bien efficient et quand on en atteindra 50% des dossiers déposant des matérialisations, là, on retourne sur une numérisation des documents déposés en papier. Bon, puis on a atteint les 50% et là, en fait, l'équipe, entre-temps, s'était essoufflée, on avait des effectifs moindres. Et là, on a commencé à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a donc pris dans un deuxième temps la décision de passer par un partenaire externe. Donc, on a budgété, on a échangé avec des entreprises qui proposent ces solutions, élaboré un cahier des charges avec notre AMO. Et donc là, aujourd'hui, on en est là. On est en train de finaliser le cahier des charges avec notre direction marché pour lancer l'appel d'offres et choisir un prestataire qui, donc, pour nous, alors on a bien sûr pris tous les conseils de Sylvie et Stéphanie pour effectivement voir jusqu'à quel degré on va externaliser ou mener quand même certaines tâches en interne, notamment pour l'import des dossiers numérisés sur notre application métier, le fait de mettre des intercalaires pour préparer et que ce soit bien identifié comme sur le bordereau des pièces jointes. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là. C'est vrai que c'est un sujet important, le simple flux. C'est un net bénéfice également pour tout ce qui concerne les pièces complémentaires et les pièces apportées en substitution.
Voilà, notamment vis-à-vis de nos partenaires. On voit que le gros bénéfice du simple flux, c'est notamment vis-à-vis des consultations des partenaires. Maintenant que les partenaires sont embarqués et convaincus que c'est pour la plupart, hein, certains ont encore des difficultés avec leurs outils, mais que c'est une bonne solution, nos partenaires ont aussi envie de passer sur un simple flux. Donc voilà, c'est imminent chez nous. Merci beaucoup pour vos retours. Je vous propose de passer au 4e thème de notre webinaire de ce matin, puisque l'heure tourne et il faut qu'on ait un peu de temps pour prendre et répondre aussi aux questions. Un dernier thème autour de la relation aux usagers et aux pétitionnaires qui fait le lien aussi avec le sujet de la numérisation, puisque quelques questions ont été posées sur finalement, avant de numériser les dossiers, comment on encourage les usagers, les pétitionnaires à déposer leur dossier en ligne, puisque c'est aussi, encore une fois, le sens de la démarche de rendre aux usagers un service public plus accessible, plus moderne, plus lisible, de faciliter la relation aux usagers et finalement, quelles actions de communication vous avez dans vos collectivités respectives mises en place pour encourager le dépôt, dématérialiser des dossiers et pour tout simplement informer les usagers de l'existence de ce nouveau service public. Sylvie Chenevière à Mauges Communauté. Alors peut-être que depuis notre échange, les chiffres ont un peu évolué, mais en tout cas, au 31 décembre 2022, un peu plus de la moitié des actes ont été déposés en ligne. Comment est-ce que vous avez abouti à ce résultat seulement 1 an après l'échéance réglementaire? Alors, je ne vais pas vous mentir sur le volet communication. Tout à l'heure, je l'expliquais, on aurait voulu être plus actif dans la communication, mais on n'avait pas le temps et on a priorisé certaines choses. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que naturellement, finalement, les gens y venaient assez facilement. Donc, ça nous a conforté dans le fait qu'on allait attendre un petit peu pour un plan de com. Par contre, ayant toujours à l'esprit quand même aussi ces 100% de démat demandés, alors même s'ils savent qu'on n'y sera peut-être pas, mais l'atteindre au maximum. Donc, on va vraiment développer le plan de communication cette année. On a fait des affiches. Là, déjà, régulièrement, on met à jour des informations, des choses pour accompagner les gens, les CERFA qui changent, des modalités aussi pour remplir sur le guichet unique parce qu'on essaye de s'améliorer. On a tout fait assez vite au départ, donc maintenant, on façonne, j'ai envie de dire. Là, maintenant, on sculpte un peu plus dans la dentelle ou on fait plus dans la dentelle. Donc, on essaye de communiquer le plus possible sur les sites des communes et celui de Mauges Communauté. Des affiches, des petites affiches qui ont été faites aussi. On a 3 qui toute simple, on a fait ça en interne avec nos collègues de la com pour pouvoir être mises dans des lieux publics pour que les gens puissent, voilà. Ce qui est peut-être porteur sur ce territoire aussi, c'est qu'on a un territoire très étendu et d'un tissu rural malgré tout, même si les 6 communes nouvelles sont autour de 20 000, voire plus de 20 000 habitants, mais quand même un tissu rural. Donc, pour le coup, la mobilité, les gens se déplacent peut-être moins facilement. Est-ce que c'est ça qui aide aussi? Sachant qu'on a été vigilant quand même aussi à la fracture numérique, que ça ne pénalise pas non plus des gens. Donc, les élus sont très attentifs à ça. Et puis, là, cette année, on envisage on parle d'usagers pétitionnaires, on a des professionnels qui sont des usagers, je pense aux notaires notamment. On a, dès le début, dès février 2022, envoyé des courriers à toutes les études notariales du territoire qui étaient ciblées, dont on a une banque de données. Et j'avais également adressé un courrier à la Chambre régionale notariale pour demander à ce qu'ils invitent le plus possible les notaires à déposer déjà tout ce qui était CUA et CUB. Alors CUA, c'était déjà beaucoup le cas, mais les CUB aussi, même si ce n'est pas que, mais au moins quand ils ont peut-être leurs clients ou voilà, les déposer au moins aussi. Et c'est vrai que sur ce volet-là, ils ont bien répondu. Donc déjà, on s'est adressé aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers, j'ai envie de dire. On envisageait aussi des réunions publiques. Alors moi, je n'ai pas eu le temps de les mettre en place et de les organiser
avant mon départ. Je ne sais pas si on le fera parce qu'on se rendait compte aussi que certaines difficultés, puisque ça peut créer des blocages lorsque ce n'est pas bien rempli ou mal déposé, de s'adresser déjà aussi aux architectes, aux maîtres d'œuvre, de faire des réunions publiques comme ça, mais ciblant certains acteurs. Et on s'est dit, on va peut-être commencer par les archis et les maîtres d'œuvre parce que ça fait d'autant moins d'erreurs à corriger, nous, derrière. Et puis voilà, c'est aussi ça, l'accompagnement et la relation à l'usager, même s'il est professionnel. De vulgariser au maximum et d'être pédagogique le plus possible. Sur le guichet unique, on a beaucoup travaillé aussi sur, quand on a eu beaucoup d'appels au départ, on s'est dit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas lisible pour les gens. Et donc, on a essayé, là, elle doit être opérationnelle maintenant. On a travaillé avec notre service communication et le partenaire qui nous accompagne, une foire aux questions. Parce qu'on n'avait pas la main. L'éditeur a la main sur certaines choses, on ne l'a pas sur tout. Parce que dans l'absolu, ce qu'on aurait voulu faire, c'est avoir des bulles qui accompagnaient ceux qui déposaient au niveau du guichet unique, ce qui n'a pas été possible. Donc, on s'est dit, comment pallier à ça? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un lien en place en lien avec une foire aux questions. En se mettant en fait à la place d'un déposant, entre guillemets, qui permettait de se dire, tiens, là, je vais peut-être bloquer. Et puis, essayer de faire au maximum, de façon exhaustive, les questions auxquelles peut se poser quelqu'un qui dépose ou les difficultés qu'il rencontre. Et à chaque fois, sur la rubrique, avoir le lien, hop, aller vers la foire aux questions qui lui donnera peut-être une assistance ou une aide pour remplir. Voilà. Donc, la relation à l'usager, elle en est passée par ce type d'outils. Des tutos aussi qu'on a essayé de mettre en place le plus possible. Et puis là, cette année, on partait sur une communication, alors de partager avec les élus qui suivaient là-dessus. Alors, je n'avais pas encore le coup quand je suis partie, je ne peux pas vous dire si ça se mettrait en place, mais essayer de faire une petite animation, mais très ludique, avec un petit personnage de bande dessinée, un petit peu, pour expliquer le process de la démat, qu'est-ce que c'est, et puis comment vous pouvez faire, quoi. Pour pas être dans quelque chose de rébarbatif en termes déjà de pédagogie, de lire des documents, voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas passer par ce type d'outil. Donc ça, c'était prévu pour cette année, mais je n'ai pas eu le temps de finir de travailler sur ce sujet, en tous les cas. Merci beaucoup, Sylvie Chenevière, pour ces éléments. Alors, à Aix-en-Provence, Christelle Montier, vous avez aussi investi beaucoup, je crois, sur les services d'accueil qui ont été sensibilisés à la démarche pour pouvoir renseigner, accompagner les usagers. Vous avez aussi mis en place une borne numérique pour que la consultation des dossiers soit facilitée. Voilà, vous avez aussi investi sur des actions de proximité vis-à-vis des usagers qui se rendent physiquement dans les lieux d'accueil. Comment ça s'est mis en place et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retirez? Alors effectivement, le choix de communiquer largement sur la dématérialisation, on a attendu d'être efficient. Donc, ce n'est pas dès janvier 2022 que nous avons largement communiqué sur cette possibilité. À partir du moment où nous nous sommes sentis prêts, on a vraiment, quand tous les agents adhéraient à cette perspective de tendre vers le full démat, et en fait, c'était la clé de la réussite. C'est le fait vraiment que les agents portent eux-mêmes cette nouvelle façon de travailler. Et donc, c'est là qu'on a communiqué largement, donc avec tous nos partenaires, les porteurs de projets, donc les promoteurs, les bailleurs, mais aussi tous les maîtres d'œuvre, donc les architectes notamment, les notaires. Donc, les notaires, c'est un cas un peu particulier parce que effectivement, avant la mise en œuvre, on avait travaillé sur des tests avec les CUA, en mobilisant les notaires pour qu'ils déposent de manière dématérialisée. Donc voilà, donc en fait, c'est surtout beaucoup de bouche à oreille. Bien sûr, on utilise nos supports, notre site internet et notre affichage. Donc, sur le site internet, notamment, on a des tutos. On a également une boîte mail générique qui est mise à disposition pour toutes les questions quand les pétitionnaires ont des difficultés pour déposer en ligne. Et ce qui a été une des clés de réussite, c'est de voir le retour sur expérience. C'est-à-dire que on a beaucoup incité les porteurs de projets, les maîtres d'œuvre à déposer en ligne. Et au début, c'était un petit peu frileux. Et puis, quand ils ont vu que ça fonctionnait, maintenant, voilà, c'est la meilleure des clés, effectivement, parce que voilà, quand ils voient que l'échange est fluide avec l'instructeur et les dossiers aboutissent plus rapidement,
ça a fait un cercle vertueux. Merci beaucoup. À Bordeaux Métropole, Stéphanie Laperle, vous avez mis en place, au-delà d'une stratégie de communication, presque une vraie démarche de marketing de services publics pour aboutir aux résultats d'aujourd'hui. Alors, à l'époque, quand on avait échangé pour préparer ce webinaire, on partageait le chiffre de 73%, je crois, des dossiers qui sont déposés de manière dématérialisée. Comment est-ce que vous avez mis en place cette démarche de marketing de services publics? Alors déjà, nous, on a commencé un petit peu plus tôt. Hein, on était persuadés que ça allait marcher, on y croyait fort, puisque la campagne a débuté fin 2021, en fait, hein, en avance de phase par rapport à l'ouverture du guichet. Ça a été une campagne de communication assez forte avec des affiches sur les arrêts de tram, les arrêts de bus notamment, une campagne sur nos réseaux sociaux, dans les journaux de la collectivité, sur les sites, soit à la fois site internet des communes, mais également au niveau des accueils, on avait des grands flyers. On a, comme les collègues, contacté et la Chambre des notaires, l'Ordre des architectes, l'association de promoteurs, etc., pour faire un maximum de campagnes. Dans nos signatures aussi, hein, les instructeurs, enfin tous les services droit des sols ou les admins, on a effectivement aussi un logo qui rappelle qu'on peut déposer en ligne 24h/24, 7 jours sur 7. Et en cliquant sur ce logo-là, on arrive sur le guichet. Donc voilà, on a essayé de faire un petit peu, de diversifier les manières de communiquer pour essayer de ratisser le plus large possible, quoi. On a également une boîte SVE pour accompagner les gens une fois aux questions, enfin tout ce qui a été évoqué. Ce sont des outils qui fonctionnent bien pour amener les gens, effectivement, les usagers à ce dépôt en ligne. Nos collègues aussi, du coup, du fait d'abord sont convaincus, effectivement, par tout l'intérêt de la démat, mais du fait de préparer eux-mêmes les dossiers, ils sont encore plus moteurs pour communiquer sur le fait qu'on peut déposer en démat aussi. Et du coup, est-ce que c'est toutes ces démarches de communication, d'accompagnement des usagers, des pétitionnaires, est-ce que vous avez des retours positifs? Et je pose aussi l'autre question, puisqu'elle est posée sur l'espace de discussion, est-ce qu'il y a des retours négatifs des usagers vis-à-vis de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme? On a fait pour notre séminaire de clôture, là, on a donné la parole à un architecte et à un notaire, justement, parce que c'est plus difficile d'avoir un usager particulier. Donc, on leur a posé la question et les retours sont plutôt positifs, en fait. Hein. Ils trouvent ça plus fluide, finalement, tout comme les instructeurs, en fait. Donc là, c'est plutôt des retours positifs. S'il y a quelques retours négatifs, on va dire, c'est plutôt parfois sur quelques montées de version, quand il y a des effets de bord, petits problèmes sur le guichet où les gens n'arrivent pas à déposer pour des raisons diverses et variées. Donc, ils écrivent sur la boîte SVE et on les accompagne. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Non, c'est plutôt positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste un peu plus de 5 minutes avant de clôturer ce webinaire. Je vais en profiter pour passer la parole à Louise Larcher pour partager quelques questions qui sont revenues dans l'espace de discussion et sur la partie questions-réponses. Est-ce que Louise, vous avez des questions? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions. On a eu des questions. Je propose à M. Coste d'intervenir sur les contrôles de légalité. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien. Ok, parfait. Effectivement, concernant le contrôle de légalité, il y a un projet de décret qui est en cours de rédaction pour supprimer l'obligation de déposer le dossier de demande dès le dépôt. À partir du 1er juillet 2023, les communes ne seront plus soumises à cette obligation. Ça concernait surtout en fait le sujet des permis tacites, puisque ce mécanisme permettait aux services en charge du contrôle de légalité
d'avoir aussi connaissance en fait, de ces permis tacites. Donc, cette obligation n'aura plus lieu d'être. Et le dossier que l'autorisation soit expresse ou tacite sera transmise au moment de la naissance de cette décision. Voilà. Merci. Alors, j'ai vu aussi pas mal de questions autour des ERP et des services départementaux incendie et secours. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en termes d'évolution réglementaire, puisque c'est un décret pour l'instant qui exclut les autorisations de travaux ERP et IGH à titre définitif. Donc, en accord avec le ministère de l'Intérieur et en particulier avec le Bureau de la prévention des risques incendies, on a décidé de supprimer cette exception pour le 1er janvier 2024. Donc, ça veut dire que les SDIS vont devoir aussi accepter non seulement les permis, les avis concernant la distribution d'eau en cas d'incendie, mais aussi les ERP, les IGH, pour que tous les acteurs, y compris les SDIS, acceptent les dossiers de manière dématérialisée. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif, hein, ça fait partie des évolutions juridiques qui, on l'espère, vont permettre d'avoir une dématérialisation de bout en bout, comme ça a été expliqué tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup, M. Coste. On avait aussi des questions sur le coût moyen de numérisation d'un dossier. Ce serait plus pour nos intervenants si vous avez cette mesure à coût à annoncer. Alors, je crois que la question du coût… Pardon, allez-y. Non, c'est le coût. Je n'ai pas très bien compris la question, pardon. Le coût moyen de numérisation d'un dossier, mais je crois que cette question, elle dépend du volume c'est ça. dossier. Je ne suis pas capable de vous répondre. Enfin, Stéphanie, je la laisserai répondre. Moi, pour ma part, non, parce qu'un dossier n'est jamais composé de la même façon et que la numérisation se chiffre à la page, effectivement. Donc, on n'aura jamais le même coût sur un dossier. Moi, ce que je peux répondre, c'est qu'on a une enveloppe, nous, du coup, globale et forfaitaire jusqu'à la fin du mandat, puisque le prestataire qui a été retenu pour la numérisation a fait un chiffrage par rapport aux estimations au regard, parce que même nous avons fait une estimation, excusez-moi, à la louche, puisqu'aucun dossier n'est fait pareil. Je suis partie des statistiques annuelles et d'une moyenne par rapport à des dossiers, d'une moyenne de pages par dossier. Donc, on n'a pas des coûts précis. C'est une enveloppe globale que le prestataire nous avait mis dans sa note méthodologique et qui est une enveloppe qui couvre jusqu'à la fin du mandat, puisque c'est une prestation qui, d'année en année, va diminuer dans la mesure où, là, nous, pour la première année, la preuve, c'est qu'on a 50% de dossiers des maths. Donc, ça veut dire que les 50 autres pourcents sont en papier. C'est ce qui fait l'objet de la NUM. Et que là, déjà au premier trimestre, on était déjà monté, je crois, à 61%. Donc, je ne sais pas comment, mais je suis dans l'incapacité de vous donner le coût d'un dossier, en fait. Très compliqué. Je suis désolée. Bon, pour ma part, Stéphanie peut peut-être répondre. Oui. Je vais apporter à peu près la même réponse, en fait, hein, Sylvie, puisque même chose, hein, c'est en fonction… et c'est à la page, en fonction, chez nous, si c'est du A3, du A4 ou au-delà. Et en plus, c'est dégressif en fonction du nombre de pages que l'on fait numériser. Donc, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, pour nous, pour nos agents instructeurs, on a mis aussi en place un système, hein, exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est effectué par les agents en DDTM pour préparer le dossier à sa numérisation. Après, il a envoyé un prestataire qui va effectuer sa numérisation. Évidemment, il y a des frais fixes. Et ensuite, et comme vous l'avez dit, c'est dégressif. C'est-à-dire que plus on numérise, moins le coût au dossier est important. Donc voilà, c'est assez variable. Alors nous, pour le coup, ce n'est pas à la page, hein, c'est vraiment au dossier. Après, évidemment, hein, ça dépend beaucoup de la manière dont le marché, l'appel d'offres a été rédigé aussi. Donc là-dessus aussi, il faut être assez attentif et effectivement être aidé par une assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans la numérisation. C'est important, il me semble, hein, puisqu'ils vont vous permettre vraiment de numériser au meilleur prix. L'autre sujet aussi, j'ai vu quelques échanges. Évidemment que c'est une prestation à mutualiser. Ce n'est pas chaque commune
qui va contractualiser. Je pense que vraiment, ça, c'est une prestation qu'il faut porter au niveau de l'EPCI, voire même, des fois, on connaît des regroupements en fait, de prestations numériques au sein d'opérateurs publics de services numériques. Ça se justifie complètement, ce genre de prestations. Évidemment, plus on a du volume et moins on paye. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On arrive au terme de ce webinaire puisqu'il est 12h30. Donc, je vais en profiter pour remercier les associations d'élus, l'Association des maires de France, Intercommunalité de France, d'avoir lancé cette invitation et d'avoir préparé avec le ministère ce webinaire. J'espère qu'il aura apporté à chacun quelques éléments de réponse. Je remercie évidemment chacune et chacun de nos intervenants autour de la table. Merci beaucoup pour votre mobilisation, les temps de préparation qu'on a passé ensemble et puis votre présence aujourd'hui où voilà, c'était très intéressant et utile d'avoir vos retours d'expérience très concrets sur les clés d'une dématérialisation réussie. J'en profite aussi pour redire aux participants qu'un certain nombre de ressources sont mises à disposition par le ministère sur l'espace collaboratif Osmose, où vous pouvez vous inscrire et rejoindre cet espace via la page web du ministère dédiée à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Et sur ce portail Osmose, un certain nombre de ressources sont mises à disposition, à la fois sur le volet technique pour faciliter le raccordement à plateau, à la fois sur le volet communication, conduite du changement, pour vous accompagner et mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments utiles au déploiement de la dématérialisation. Voilà, je vous remercie de votre participation. Merci à nos intervenants. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire et de nouveaux temps de communication autour de la dématérialisation. Oui, d'ailleurs, peut-être, Cécile, on peut dire déjà qu'on va faire un webinaire donc, le vendredi 12 mai autour des enjeux juridiques autour de la dématérialisation. Donc, n'oubliez pas aussi, les inscriptions, je crois, ne sont pas complètement terminées. On est, je crois, autour de 700 déjà participants et la jauge est à 1000. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il me semble que normalement, il y a pas mal de publicité autour de ce webinaire. Donc, vous trouverez facilement, y compris sur le site, enfin, sur Osmose, comme l'a rappelé Cécile. Et je remercie très chaleureusement donc, nos 3 collectivités. Effectivement, je pense que ça vous a parlé. Il me semble que les échanges ont été très riches. Donc, voilà, je pense qu'on refera sans doute ce genre de retour d'expérience. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée à tous.